Aujourd'hui, au Sénégal, on pourrait prendre le cas des tontines ou de n'importe quel autre produit financier. On peut inventer, dans le cadre de la finance islamique, de nouveaux produits. Et quand vous inventez de nouveaux produits, vous présentez toute la procédure de mise en œuvre aux oulémas. Et les oulémas vont voir, étape par étape, si ce produit est conforme à la charia. Mais est-ce que ces oulémas doivent être spécialisés également dans des questions de finances? Non, exactement. Dans certains pays africains qui n'ont pas de cadre spécialisé dans ce domaine, est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir un problème on les forme. d'encadrement? On les forme. Actuellement, il y a des formations. Donc oui, non, il y a plusieurs niveaux de formation. Les populations, il faut les éduquer, changer leur mentalité par rapport à la finance islamique. Aujourd'hui, les populations pensent que quand vous leur dites finance islamique, c'est un crédit gratuit. C'est un fonds perdu, c'est un zakat. Voilà, ça c'est grave, il faut qu'on dépasse ces clichés. Le deuxième niveau de réflexion, c'est former des experts qui seront dans les institutions ou les guichets islamiques qui seront créés. Ça, c'est un deuxième niveau de difficulté que nous devons dépasser. Et le troisième niveau, c'est de former des oulémas pour qu'ils soient capables. Ils ont déjà un bagage intellectuel qui leur permet d'évaluer. Mais en plus de ça, on leur donne d'autres outils, d'autres matériaux qui leur permettront d'évaluer correctement un produit financier islamique pour voir si ce produit-là ne va pas engendrer une spéculation, parce que l'islam est contre la spéculation. L'islam est contre aussi la thésaurisation. Donc la finance islamique, c'est une finance d'investissement. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? La formation des islamologues spécialisés un peu dans le domaine? Voilà, l'objectif d'AD Finance, c'est l'ouverture de guichets islamiques au sein des institutions de microfinance classiques. Donc le développement de nouveaux produits. Il est nécessaire en ce moment d'être accompagné et de tous ceux qui vont utiliser ces guichets, ces experts devront être formés. Et nous sommes d'avec quand même la charia finance dans le cadre de la formation avec ces diverses sphères. Karim, il y a la pauvreté qui sévit dans les pays, surtout de la sous-région. Comment cette microfinance islamique peut-elle participer à la lutte contre la pauvreté? Oui, la microfinance islamique peut participer à plusieurs niveaux dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Déjà, nous nous réjouissons d'apprendre qu'il y a un fonds de lutte contre la pauvreté qui a été lancé suite à la conférence islamique de Dakar. L'OCI. Voilà, à la conférence de l'OCI. Et donc, concrètement, les contrats islamiques sont plus avantageux pour nos populations que les contrats conventionnels. Il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages et d'opportunités. Parce que le principe, sur la base du hadith du prophète rapporté par Abu Daoud, sur cette personne-là qui l'a aidé à s'insérer socialement. Donc, les experts musulmans ont développé toute une stratégie et des packages de services pour aider les populations démunies à s'insérer socialement à travers une activité génératrice de revenus qui est conforme et c'est-à-dire qui soit halal. C'est ça l'esprit aujourd'hui de la microfinance islamique. Et je voudrais citer deux produits. Aujourd'hui, dans la finance conventionnelle, il n'y a pas ce qu'on appelle l'intervention. C'est-à-dire que la banque vous donne un financement et puis vous devez aller travailler et rembourser votre crédit. Point final. Dans le cadre de la finance islamique, l'institution prend des parts. C'est-à-dire qu'il vient vous dire, on est associés. Nous allons travailler ensemble. Et au Sénégal et dans tous les pays ouest africains, il y a eu beaucoup de détournements d'objectifs dans le cadre des contrats de crédit. Vous pouvez financer quelqu'un pour 5 millions, vous lui dites allez faire un projet avicole, il va le prendre pour aller ailleurs. Alors que dans le cadre de la finance islamique, ces risques-là sont presque nuls. C'est impossible. C'est presque impossible. Parce que vous êtes en partenariat avec une banque. Dans le cadre, par exemple, du contrat de Salam que j'ai évoqué tout de suite pour l'agriculture, par exemple, qui a eu des résultats probants au niveau de certains pays. Par exemple, en Palestine, il y a eu des résultats probants avec le contrat de Salam pour la commercialisation des produits horticoles et agricoles. Il en est de même pour le contrat de Murabaha ou Musharaka. Le contrat de Musharaka, cela veut dire association, c'est un partenariat. Imaginez une personne qui n'a jamais travaillé dans la vie.
Vous le prenez, vous lui donnez un projet, il te fait un projet, un business plan, et vous lui donnez 5 millions pour vous lui aller travailler. Mais il est évident qu'il ne va pas réussir. Alors que s'il est en partenariat avec une institution financière qui lui donne du matériel, peut-être qu'il a une expertise, et qui l'accompagne, qui lui cherche des opportunités. Parce qu'on s'est rendu compte que le problème de fond, dans le cadre de l'insertion des jeunes ou des personnes démunies, c'est de trouver des opportunités, d'être en réseau. Et dans la stratégie de microfinance islamique, actuellement, ce volet réseautage est très important. Quand une personne se présente, on le finance. La deuxième stratégie, c'est de voir comment lui trouver des débouchés. Parce que vous allez un peu partout, vous allez voir un artisan qui a une bonne expertise, mais il ne sait pas où écouler sa marchandise. Vous pouvez voir aussi sur le plan agricole un paysan qui a cultivé 1 tonne ou 10 tonnes de céréales, mais qui a un problème d'écoulement. La finance islamique permet de régler ce problème en s'associant à ces personnes démunies ou vulnérables. Monsieur Ba, une comparaison entre le réseautage pour la finance conventionnelle et celui de la finance islamique. Vous savez, les opérateurs ne doivent pas laisser à eux-mêmes. Parce que le fait, comme l'a dit M. Cissé, de pouvoir bénéficier d'un financement et de ne pas avoir des informations, comment il faut l'assistance, il n'y a pas d'assistance dans la finance conventionnelle. Donc dans la finance conventionnelle, il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas d'assistance. Vous êtes là, on vous donne l'argent et à vous de débrouiller et de rembourser. Et quand même, l'avantage qu'il y a dans la finance islamique aujourd'hui, c'est la prise de participation pour lutter contre la pauvreté. Quand on demande à un opérateur d'apporter 20% ou 30% du coût du crédit, c'est un peu difficile. Quand il faut financer quelqu'un et lui dire, bon, il faut venir me rembourser, est-ce qu'il connaît réellement l'élevage? Est-ce qu'il connaît bien l'agriculture? C'est ça la difficulté. Cette nécessité de réseautage à des finances innove aujourd'hui en apportant déjà à côté un réseau de producteurs, éleveurs, agriculteurs, horticulteurs et commerçants qui sont là pour venir en appoint au financement islamique. Ce réseau existe déjà et un système d'information est en train d'être mis en place avec des opérateurs téléphoniques de la place où l'agriculteur, c'est comme on dirait de la fourche à la fourchette. L'agriculteur, avant de démarrer ses semis, doit savoir à quel moment produire et on le met rapidement en relation avec le commerçant. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Cissé, il y a des organisations qui sont en train d'appliquer ce système de finance islamique sans le savoir. Je peux nommer Univers, Union pour la valorisation de l'entreprise rurale, qui aujourd'hui finance ce qu'ils font du riz. Et aujourd'hui, ils les ont trouvés même les débouchés. Et ils partagent les risques avec cette structure. Donc, cette structure est au sein de la définance. Et voilà comment les résultats que nous voulons exploiter à partir de cette finance islamique. Est-ce qu'on peut parler d'expérience déjà de cette microfinance islamique et dans quelle zone? Oui, en Afrique occidentale, il est difficile de parler d'expérience concrète. Par contre, il y a eu des expériences en Guinée-Conakry qui ont connu beaucoup de succès, en Palestine. Il y a eu des expériences aussi à Bangladesh et en Malaisie. Mais globalement, il faut dire que jusqu'à présent, c'est la finance islamique au niveau bancaire et au niveau de l'émission des obligations qu'on appelle soukouk qui se sont développées. Aujourd'hui, avec cette pauvreté-là qui touche tout le monde, on s'est rendu compte qu'il faut aller vers cette microfinance islamique. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'institutions au Sénégal qui pratiquaient plus ou moins l'esprit de la microfinance islamique sans le savoir. Oui. Donc aujourd'hui, quand on les explique les mécanismes de la finance islamique, on leur dit carrément que ce n'est pas une finance caritative. Il faut éduquer les populations pour qu'ils sachent que quand vous leur apportez un crédit, ce n'est pas un crédit gratuit. Dans l'islam, il y a un crédit gratuit. Ça existe. Ça veut dire que quelqu'un qui vient auprès d'une banque ou d'une institution financière demander 50 000 francs ou 100 000 francs ou 500 000 francs, la banque peut, dans certaines conditions, si toutes les garanties sont réunies,
Par exemple, il sait que cette personne-là développe une activité et qu'au bout d'1 mois, 2 mois, cette personne pourra payer si les garanties sont maîtrisées, si les risques sont maîtrisés et bien évalués. Mais cette banque peut lui prêter cet argent-là, ce montant, mais sans aucune forme d'intérêt. C'est comme ça que ça se passe dans l'islam. Par contre, pour ce qui est des projets, quand par exemple un jeune a de l'expertise, que ce soit un artisan ou bien un avocat ou un chirurgien dentiste, qui vient dire que je veux ouvrir un cabinet ou bien un atelier, j'ai l'expertise, le savoir-faire, mais je n'ai pas les outils. Dans le cadre de la microfinance islamique, on lui apporte on lui achète tous les équipements dont il a besoin. Ensuite, on l'accompagne. Et dans le cadre de cet accompagnement-là, la banque est en droit d'avoir un droit de regard sur l'activité de son partenaire, de l'entrepreneur, parce qu'il a pris un risque, elle participe avec l'entrepreneur. Et en plus de ça, au bout de quelque temps, on peut développer une stratégie, on les appelle des murabaha ou musharaka dégressifs. Au bout de quelque temps, la banque va se retirer progressivement de ce projet-là. Mais dans un premier temps, c'est en association, la banque apporte l'argent et a un droit de regard. De regard sur ça. Oui, je sais pas, certainement, un mot sur ce qu'il vient de confirmer. Je pense pour lutter contre la pauvreté, voilà un concept qui, dans la mesure où le pauvre, comme on le dit souvent, moi je dirais même l'ignorant, ne peut pas aujourd'hui vous lui demander d'apporter de l'argent. Il n'a que sa connaissance, il n'a que ses outils, sa roue et la terre. Et quand maintenant la finance islamique vient en participation, il est nécessaire de les accompagner, d'avoir un regard. Et aujourd'hui, ce centre d'expertise qui est la des finances est à mesure aujourd'hui de suivre l'opérateur du début à la fin de cette opération de finance. Voilà, si c'est donc nous sommes à la fin de cette émission, vous coordonnez ce qu'on appelle comité Charia Finance. Quand on dit Charia, les gens pensent un peu souvent à l'islam, à l'intégrisme un peu. C'est quoi effectivement Charia Finance, rapidement? Oui, le comité Charia Finance, donc, c'est une organisation professionnelle. Notre objectif est de participer à la réforme en vue d'accueillir la finance islamique. Il faut avoir des réformes, il faut des aménagements juridiques. Et sur le plan fiscal aussi, il faut qu'il y ait des aménagements pour alléger et prendre en compte les spécificités de l'institution financière islamique. Et là, sur ce point-là, je voudrais revenir sur un point important, c'est l'activité d'achat et de revente. La banque islamique fait de l'achat et de la revente. Et si sur le plan fiscal, elle est considérée comme n'importe quel commerçant, ça pénalise le consommateur. C'est la raison pour laquelle nous lançons encore un appel à nos parlementaires pour qu'on puisse réformer, le cadre n'est pas adéquat. Voilà, pour qu'on puisse avoir un cadre. Voilà, j'y reviens toujours. Et j'espère que, comme des pays qui ne sont pas membres de l'OCI, des pays actuellement en Afrique occidentale, on a la chance d'avoir tous les pays de l'UEMOA sont membres de l'OCI et le Sénégal préside l'OCI. Donc la réforme pourrait se passer dans un délai plus rapide. Plus rapide. Voilà donc, merci mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission. Voilà donc, chers téléspectateurs, qui met fin à cette émission qui a été consacrée à la microfinance islamique. Merci et à la prochaine.